Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Hello! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Louis Paillassio, propriétaire et réalisateur d'Ambition chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. C'est après avoir parti plusieurs entreprises que Louis décide de se spécialiser dans ce qu'il aime le plus, le marketing vidéo. Dans cet épisode, découvre comment Louis a fait pour trouver ses premiers clients, former son équipe et devenir entrepreneur à temps plein. Reste jusqu'à la fin pour connaître ses trucs pour rester motivé, développer son réseau, financer son entreprise et bien plus. Sur ce, bon épisode! Salut Louis, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça fait plaisir. Donc, nous, on se connaît maintenant depuis quelques mois. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite intro, s'il vous plaît? Ben oui, avec plaisir. Donc, Louis Paillassio, je suis le producteur et président chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, essentiellement, on aide et accompagne les entreprises dans leur stratégie marketing vidéo, de la création, en passant par le tournage et le montage, bien entendu, jusqu'à la diffusion, avec 3 piliers technologiques qu'on met au service de nos campagnes, particulièrement donc le drone intérieur. On a un beau petit studio aussi bien équipé pour tout ce qui est live et podcast dans l'est de Montréal, à quelques minutes du centre-ville. Et on fait l'animation 3D, donc le motion design, le compositing, la 3D, les effets spéciaux alentour de ça, dans le fond. OK, super clair. Merci beaucoup. Puis maintenant, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus sur ton parcours. Je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé par le passé. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Est-ce que tu savais que tu voulais faire de l'entrepreneuriat puis de la production vidéo ou tu as pris toutes sortes de chemins avant d'arriver là? Je pense que tu l'as bien dit, j'ai pris toutes sortes de chemins pour y arriver. Je pense que c'est vraiment autour du cégep que l'idée de l'entrepreneuriat est devenue très concrète pour moi. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est une présentation de Nicolas Duvernois, qui est le fondateur de Pure Vodka et de Romeo Gin. Mais à ce moment-là, il était quand même assez petit, ça roulait quand même ses affaires, puis c'est très inspirant ce qu'il faisait, mais c'est vraiment le storytelling, c'est tout son parcours. Pour ceux qui l'ont vu un petit peu, il a commencé à travailler dans un hôpital, tout ça, puis il s'est lancé éventuellement dans la production de vodka, mais avec aucune expérience avant. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux vers l'entrepreneuriat, que c'était une possibilité. Puis jusque-là, quand je suis rentré au cégep, à ce moment-là, moi, initialement, je vais devenir policier, donc un truc complètement différent. J'avais exploré créativement. Là. Moi, je suis passionné de vidéo depuis que j'ai 12 ans. Donc, j'avais comme la vidéo qui avait toujours été une partie de ma vie. Donc, j'avais testé les autres avec YouTube. Je me voyais YouTuber un jour, inspiré par les Smush, les Freddie W de ce monde. Mais en voyant cette conférence-là, j'ai fait OK, c'est ça l'entrepreneuriat. Puis c'est en 2016, je pense que j'ai vu ça, ou 2015-2016. Et à ce moment-là, c'était pas encore as hot as it is today. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux vers ça. Puis là, ça a tout changé. Je me suis dit, OK, bon, je vais aller à HEC, peut-être essayer école de commerce, voir que ça va être. Et pendant le temps que j'étais à HEC, un peu avant, un peu après, ben j'ai parti plein de business. Je me suis dit, bon, ça a l'air simple, l'entrepreneuriat. Boy was wrong. Mais j'ai lancé un média qui s'appelait à l'époque Politicorrect, autour de la politique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas opposer des visions de droite et de gauche, mais sans vouloir être
être apolitique, mais ni être neutre, mais vraiment présenter les deux côtés, donc avec deux personnes. Donc, j'ai parti ça a fonctionné pendant 1 an, on a eu une belle traction, ça m'a donné goût. J'ai parti un projet aussi de CV vidéo qui s'appelait YME. Ça a pas fonctionné comme on le voulait finalement. Et même Machiavel, à la base, pour la petite histoire, c'était une marque de vêtements au départ. Ouais. Donc on voulait on voulait en 2017 partir d'une ligne de vêtements avec du contenu humoristique autour de la politique sur les chandails. En tout cas, on a comme choisi un terrain un peu glissant, surtout pour une jeune business, tout ça. Mais c'était le fun. Mais bref, après plusieurs échecs, là, j'en nomme 3, mais il y en a eu plusieurs autres. Je m'étais un peu éloigné de l'entrepreneuriat. Même j'avais essayé, j'étais retourné un peu vers la vidéo, mais en travaillant avec des rappers, je me suis dit, OK, on va faire des vidéos de musique, tout ça. Et malheureusement, les rappers, ça sont vraiment cool créativement. Les projets qu'on peut faire avec eux, c'est vraiment nice. Les artistes aussi en général. Mais c'est aussi le genre de gars qui vont flex des gros stacks d'argent en même temps qu'ils te doivent plein d'argent puis qu'ils te disent ah j'ai pas les sous pour payer en ce moment. Donc, c'est comme un monde très paradoxal et très démotivant par bout. Mais dans cette même année-là, donc c'est pas mal 2018, j'ai eu l'occasion de faire mon premier contrat corporatif en vidéo. Puis aussi, j'avais des bonnes influences dans ma vie qui me disaient pourquoi tu fais pas la vidéo, t'es bon là-dedans, dans chaque projet t'en fais et tout, mais tu fais pas comme de la vidéo. Qu'est-ce que tu vends, ton service ou ton produit que tu vends? Puis là, je me suis dit bon, ça pourrait être intéressant. Puis mon premier chèque ever que j'ai devant moi d'ailleurs, c'était pour une association étudiante, c'était 70$, mais j'ai capoté. Je l'ai payé pour faire ce que j'aimais le plus. Puis vraiment, pour moi, c'est là le vrai début du parcours entrepreneurial pour moi, puis surtout les côtés positifs qui viennent avec. Donc, j'ai un peu comme mon parcours entrepreneurial, j'ai répondu à la question en allant dans plein de chemins, mais c'est vraiment ça. Puis en 2018, j'ai vraiment parti l'entreprise en production vidéo. Éventuellement, elle est devenue une agence marketing vidéo comme elle est aujourd'hui. Puis c'est vraiment en mai de cette année, donc en mai 2022, je me suis lancé à temps plein dans l'entreprise. J'ai quitté mon emploi où je faisais un très bon salaire, j'avais d'excellentes conditions, mais la passion et la flamme en moi étaient beaucoup trop fortes pour que je reste plus longtemps encore à cet emploi-là, que aussi bien il était pas ma passion numéro 1. Cool, ben félicitations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est survenu qui t'a comme donné cette force-là de quitter ton emploi? Ou parce que je sais que c'est super difficile, là. Moi-même, je l'ai vécu. En fait, je sais même pas si j'aurais eu le courage. Ben, je pense que j'aurais eu le courage de quitter, mais moi, c'est vraiment les circonstances, honnêtement, qui m'ont fait quitter mon temps plein. Puis après ça, j'étais comme, OK, c'est fait, là, je vais en profiter. Mais je trouve ça toujours super courageux, les gens qui quittent justement leur gros salaire, leurs assurances, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui te poussé dans ce sens-là? Ben, j'apprécie, merci. Puis je suis curieux d'en prendre un petit peu sur ton histoire après aussi. Mais pour répondre à ta question, il y a eu plusieurs éléments. Il y en a un, je pense, c'est un peu de la folie aussi. Tu sais, comme tu as dit, quitter un bon salaire, tu sais, genre, des fois, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent, wow, OK, c'est gotta be a bit crazy. Puis un peu, oui, ça, c'est très mélangé avec la passion aussi. Mais moi, ça a été, écoute, je te dirais qu'en décembre de l'année dernière, je pensais déjà quitter, mais je pensais quitter décembre 2022, là, en ce moment. Donc, en décembre 2022, exact, j'étais en train de me dire, OK, je me lance d'ici la fin de l'année, tu sais, ou tu sais, en début 2023, quelque chose comme ça, tu sais, c'est un peu vague. Puis là, l'année commence et tout. Puis de plus en plus, ben, je commençais à réaliser que c'est ce que je faisais sur le côté qui était de plus en plus excitant, puis comme, tu sais, son soi idéal, tu sais, je le voyais tellement à travers ça, puis il n'y avait plus aucune question que c'était là-dedans que je finissais. Puis donc là, à chaque fois que l'année avançait un petit peu, le temps avançait, ben la date se devançait aussi. Donc au début, c'était décembre, à un moment donné, c'était rendu septembre. Puis là, plus ça avançait, plus j'étais comme OK, peut-être l'été, il faut que je parte en juillet, là, genre ça va être le moment. Puis ça a commencé à reculer, puis finalement, un mois avant que je quitte, je me suis dit, OK, genre même de très bons amis à moi, ils me posaient la question, qu'est-ce que t'attends et tout, genre tu vois là ton opportunité, puis là j'ai dit, OK, j'ai donné un mois de préavis
à ma gestionnaire à ce moment-là, avec qui j'ai une très bonne relation encore aujourd'hui, mais j'avais une très bonne relation à l'époque aussi. Puis vraiment, c'est le 1 mois pour moi, c'est comme symbolique du maximum que je pouvais donner. Là. Si ça aurait été un job que j'aimais pas autant, j'aurais sûrement donné genre 2 semaines parce que c'était comme I couldn't wait to be doing this full time. J'avais des idées de grandeur aussi là. Tu sais, le début de l'entrepreneuriat, c'est pas aussi beau qu'on peut s'imaginer, même peu importe à quel point on se prépare au risque. Mais ça a été ça. Puis au même moment, une des raisons pourquoi j'étais encore plus poussé à le faire, le concret, c'est qu'on avait un mandat à ce moment-là qui depuis est sorti. Donc, c'était la première, la pub pour le premier jeu Transformers en réalité virtuelle, qui était à ce moment-là, on avait été mandaté pour le faire. Notre plus gros contrat à date à ce moment-là. Et on était en tournage de ça, puis c'était plus grosse production, donc ça impliquait aussi des acteurs de l'UDA. On louait un set, on était 12 impliqués dans le projet, donc 7-8 sur le tournage, sans compter le client, puis tout le monde impliqué lors de la journée de tournage. Donc c'est très, très gros. Puis c'était exactement le genre de projet que je voulais faire. C'était exactement le genre de mandat que je voulais avoir de plus en plus souvent. Puis c'était clair pour moi que je pouvais pas faire ça tout le temps et faire ma job en plus en même temps. Parce que ce mois-là a été très intense. J'ai réussi à passer à travers, mais boy, qu'on a failli échapper tellement, autant comme dans ma job que j'étais proche d'en échapper, que sur ce projet-là, le genre d'histoire que t'es là, il est comme quasiment minuit, t'es en train de préparer le set, t'es comme, oh shit, j'ai pas envoyé la checklist au client pour demain matin, puis il veut l'avoir, tu sais, c'est naturel, tu sais, mais à ce moment-là, c'est la première checklist que j'envoie de ma vie, tu sais. Donc, plein d'affaires que maintenant j'ai beaucoup plus d'expérience en recul, mais qui m'ont vraiment fait réaliser à quel point c'était nécessaire à un moment donné de faire le saut à temps plein. OK. Ouais, je comprends. C'était comme juste la vie t'a poussé à faire le move naturellement, dans le fond. Ouais, exact. C'est ça, j'avais des signaux de partout. J'avais mon meilleur ami Adam qui me disait genre qu'est-ce que t'attends, man, qu'est-ce que t'attends? Puis au début, c'était comme quasiment on se commence en niaisant, puis à un moment donné, c'est comme ben ouais, mais dude, là, genre, c'est plein de signes qui te disent de le faire. Mais c'est bien que tu aies eu cette amie-là, je pense. Souvent, c'est le contraire. Tu sais, je veux pas. Je prends nos parents, par exemple, ils ont vécu dans un contexte vraiment différent de le nôtre. Fait que pour moi, mes parents, c'était comme fais pas ça, tu sais. Fait que d'avoir un ami qui t'a poussé, je trouve ça cool pour vrai. Ouais, vraiment, vraiment. Je suis très reconnaissant pour cet ami-là, pour Adam, mais aussi pour justement tous les amis autour de moi, les gens. Je pense, c'est un peu cliché, là, mais la phrase que you're the sum of the 5 people you hang out most with. T'es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Je pense que dans la dernière année, j'ai jamais autant réalisé à quel point c'était vrai, cette phrase-là, parce que veux pas, si tu traînes avec des gens, tu prends les habitudes, tu dois t'adapter, tu vas pas traîner avec des gens avec qui tu partages pas les mêmes intérêts ou faites pas les mêmes activités, peu importe, vous avez pas le même mindset. Donc, si tu te mets à traîner avec des gens qui sont constamment en train de te pousser vers des choses positives, du moins, il faut identifier ces choses positives-là, ben, ça va faire toute la différence. Oui, ben, je pense aussi, puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé aussi dans mon parcours, de comme, à un moment donné, j'étais juste avec des gens qui avaient des business en ligne, fait que ça m'a comme full poussé, c'était rendu super naturel. On dirait que j'avais même plus trop à penser. Je faisais juste regarder les gens autour de moi, puis j'étais comme, OK, tu sais, s'ils le font, c'est des gens comme moi, je peux le faire aussi, tu sais. Fait que je comprends. 100%. Puis sinon, comment ça s'est passé, ce saut-là? Tu sais, une fois que tu as fini ton mois après ta démission, comment s'est passé les premières semaines, les premiers mois? Ben, je te dirais que ça a été quand même un rock'n'roll puis dans l'imprévu. Mais bon, maintenant, ça fait une bonne histoire à raconter parce qu'on a évolué depuis. Mais après ce contrat-là, je pense pendant les 2 mois de l'été, on n'a pas perdu de temps, là, par contre, là, mais il n'y avait plus rien, nada. So, on est parti, on s'est lancé. Il y a eu des beaux contrats au début aussi. Tu sais, j'exagère un peu quand je dis plus rien, nada, mais comparé à comme l'anticipation que j'avais juste avant de partir, l'énorme contrat qu'on venait de finir,
passer de ça à genre plus rien, puis à faire comme OK, il faut que je me nourrisse de moi-même, tout ça. Et en plus, c'était l'été. L'été, où les gens sont un peu en vacances, il y a moins d'événements corporate, il y a plein d'événements pour party et tout. Puis tu sais, je me suis gâté un peu, là, je suis allé à Oshiaga, tout ça, mais je veux dire, c'est pas à Oshiaga que je voulais aller, moi je voulais aller à des événements de réseautage et tout, j'avais faim. Puis il y en avait très peu, donc ça a été ça m'a bien surpris. Puis je pense que c'est peut être je sais pas, une leçon pour d'autres entrepreneurs qui décident de se lancer, c'est aussi pas comme, tu sais, vraiment garder une tête froide en tout temps. Puis pas trop se faire d'attente ou genre vraiment se faire aucune attente en fait, si c'est possible. Puis vraiment, donc ça peut être de préparer un coussin ou tu sais d'avoir une bonne idée de gestion des finances. Ça peut vraiment ça peut aider. Puis même moi, je me dis j'aurais pu encore mieux préparer ce départ-là, même si j'étais très confiant. Puis justement, j'essayais de me limiter mes attentes. Cet été-là a été beaucoup de questionnements au départ. Donc, vraiment pas le smooth sailing que j'avais en tête au départ. Puis, sachant ça, comment t'as réagi? Comment t'as fait pour garder ton sang-froid, rester entrepreneur temps plein, puis relancer les activités? C'est une bonne question. Je pense que dans le concret, ça a été ça va être cliché, là, mais genre jamais oublier pourquoi tu le fais. Mais concrètement, là, tu sais, je pense que c'est dans ces moments-là, c'est le moment où tu vas être le plus loin de ta vision, que quand tu es stressé, quand tu es en train de transférer de l'argent entre tes comptes pour être sûr que tout fonctionne. À ce moment-là, t'es comme tu perds l'objectif final, puis tu commences à te replier. On le fait tous, c'est humain, tu sais, à revenir à tes mauvaises habitudes ou à pourquoi j'ai quitté, genre j'avais comme une bonne situation relativement stable, tu sais. Mais si c'est vraiment en dedans de toi la chose que tu veux le plus, l'entrepreneuriat ou la réalisation du projet sur lequel tu travailles, ce sera jamais une meilleure option de revenir en arrière ou d'abandonner le projet, tu sais. Faut toujours que, même si c'est difficile d'aller chercher au plus profond de toi-même, cette flamme-là, peu importe comment tu veux l'amener, même quand tu es le plus down possible, au pire, va prendre une marche, là, si c'est vraiment critique à ce moment-là. Puis si je le faisais aussi, ça aidait. Mais une fois que ça c'est fait, après, tu passes à l'action, tu sais. Tu passes à l'action, tu te dis, OK, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour me sortir de cette situation-là ou, tu sais, améliorer la situation. Tu as déjà identifié que retourner en arrière, tout ça, ça sert à rien, c'est pas l'option, ou changer de retourner à une autre. Oublie ça. Tu l'as déjà identifié, donc c'est quoi les prochaines choses que tu peux faire après? Puis ça aussi, ça peut être overwhelming, ça peut être un autre deuxième phase de stress aussi, que genre, faut pas non plus ignorer, que tu vas faire comme, OK, bon, maintenant, c'est tout ce que j'ai à faire, mais c'est énorme, ça n'a pas l'air surmontable. Mais si tu es capable de le break down, puis te donner une bonne idée de quoi ça a l'air dans des étapes concrètes, peut-être par petits chunks, là, ça commence à faire plus de sens. Puis ces petits chunks-là, tu peux les attaquer tout de suite, puis prendre action, puis là, t'es dedans. T'es dedans, puis c'est tout le temps ça qui va arriver, t'es dedans, puis t'es en train de changer la situation. Puis ça roule, tu tombes dans un cercle vertueux, un cercle positif dès que tu commences à mettre en place. Que ça soit, tu sais, si ton site drive pas assez de sales, si c'est que tu manques de capital, tu sais, tu manques d'argent. Tu sais, juste avant qu'on rentre sur l'appel, on parlait de financement, puis je pense que je t'apprenais, si tu connaissais pas encore le financement BDC Futurpreneur qu'on est allé chercher, mais ça a tout changé la dynamique pour nous. Là. Pas qu'on s'est assis dans nos on aurait pu s'asseoir dans nos lauriers aussi, là, puis faire comme OK, c'est bon, ben là, on a reçu le 60 000 de ces deux organismes, mais ça a tout changé, ça fait comme OK, c'est plus l'argent le problème, c'est quoi le prochain problème? C'est quoi le prochain truc qu'il faut changer? Puis ça a vraiment fait une énorme différence à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est un petit peu mon conseil là, pour passer à travers. C'est ça qu'on a fait pour passer à travers ce moment. OK. Ben, c'est un bon conseil. Puis justement, au niveau développement des affaires, j'imagine que là, vous avez commencé à tester différentes façons d'aller chercher des nouveaux clients. Qu'est-ce qui, au final, a été le plus... Tu sais, c'est où, si tu avais recommencé cette phase-là, que tu mettrais le plus d'énergie?
Ouais, je pense que en plus, c'est un sujet que j'aime bien, le développement d'affaires, parce que c'est ce que je fais Mhm. dans l'entreprise. Puis finalement, tu sais, en tant que producteur, président, ça résume un peu le 50% de mes Ouais. tâches. Dans le fond, si j'avais à refaire, je pense que ça serait mieux cibler les gens, OK. tu sais, prendre le temps. Il y a plusieurs choses là, que j'aurais Ouais. à refaire, là, tu sais, surtout en jeune entrepreneur, je peux compter les erreurs plus facilement que je peux compter les, les très bons coups. Mais je dirais, c'est ça, donc bien cibler où tu vas. Mhm. Mais en même temps, si j'avais à refaire, cette question-là, j'ai envie de dire, ben, je le referais quand même. Mhm. Parce que j'aurais pas su vraiment les dynamiques de différents types d'événements, différents types d'approches. Tu sais, tout ça est venu avec Ouais. l'expérience, le fait de le vivre concrètement. Donc, je dirais que ce serait de sélectionner. Maintenant, je peux le dire un petit peu plus. Je vais quand même essayer d'autres événements que je connais moins un petit peu pour me familiariser un petit peu avec leur façon de faire, puis est-ce que ça fit avec moi. Puis maintenant, je peux facilement dire quel genre d'événement ou d'activité ou d'initiative fonctionne le plus pour moi. Ensuite, c'est les suivis aussi. Mhm. Je pense que beaucoup de gens ont peur de faire les appels ou tu vas mettre les noms dans ton CRM. Si tu sais pas c'est quoi un CRM puis t'es en entrepreneuriat, j'encourage tout le monde d'aller voir c'est quoi un CRM parce que c'est très essentiel. Ouais. Mais après, c'est bien beau de mettre tout ce bon là dans un CRM, mais si tu les contactes pas, ça donne pas grand-chose. Ouais. Mais une fois que tu commences à l'utiliser, tu contactes les gens, tu fais ton travail, là, tu peux commencer à dire, OK, genre vraiment, tu utilises bien ton temps, puis c'est efficace. Mhm. Et puis après, une fois que tu fais ça, puis là, tu peux commencer à regarder aussi des trucs cool comme l'automatisation, qui est, là, on est pas mal rendu là-dedans, là. Commencer à regarder tout ce que tu peux automatiser parce que tu sais comment ton CRM fonctionne, tu sais comment ton processus de vente fonctionne, puis tu fais les choses bien, ta donnée que tu rentres dans ton CRM est vraiment précise, puis tu as une bonne méthodologie. Mais après l'automatisation, tu peux lui faire confiance de plus en plus, puis Mhm. enlever des tâches, puis optimiser plus des tâches, puis te concentrer plus sur ce que tu aimes faire, aller chercher plus de gens aussi, sans non plus te rajouter trop de travail, là, un trop gros burden. Mhm. Je sais pas si ça répond à la question initiale. J'ai fait comme Je un pense gros tour que autour du développement oui, d'affaires, là. mais j'étais curieuse d'en savoir plus. Tu sais, tu parles beaucoup d'événements, puis on en parlait un petit peu au début ben, avant l'épisode, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux entrepreneurs ou moins, toi qui y vas quand même beaucoup? Tu sais, moi, je t'avoue, j'allais beaucoup au cégep, puis ce temps-ci, j'y vais beaucoup moins. Est-ce que tu me conseillerais, par exemple, Hmm. de remettre du temps là-dessus, si je fais? Moi, je pense que les événements sont vraiment, vraiment une bonne idée pour n'importe quel Mhm. entrepreneur. Mais en même temps, il faut peut-être que je mette un astérix. Moi, j'aime beaucoup les événements. Ouais. Je suis quelqu'un de très social, genre j'aime bien aller mingle et tout. Puis même que ça me fait défaut, parce que des fois, je vais dans l'événement, j'ai un truc, j'ai une belle expérience, mais tu sais, je parlais de CRM, de suivi. Des fois, j'oublie de faire les suivis ou je les fais pas assez bien parce que moi, je suis juste tellement content d'avoir passé un bon temps dans Ouais. l'événement. Puis, tu sais, puis je refais la même erreur, je vais au prochain événement, je fais pas de suivi. Tu sais, il y a ce côté-là, genre de vraiment faire attention Ouais. quand tu fais ça. Mais je pense que ça aussi, ça va être encore un cliché, j'imagine, mais le fait de planter des germes qui vont éventuellement pousser, il n'y a pas meilleure façon que d'aller voir les gens en vrai, puis les rencontrer, Mhm. puis vraiment avoir une franche discussion avec. C'est plus facile là, maintenant avec les appels vidéo, puis qu'est-ce qu'on fait en ce moment, tu sais, c'est un bon exemple de ça. Mais les événements, c'est comme un petit hack à ça. Tu sais, c'est pas la même chose. Tu rencontres la personne, tu as une interaction, tu vas sortir plein de détails. Tu vas voir son nom verbal. Tu sais, vraiment tu développes une connexion que tu n'auras jamais virtuellement ou juste par un courriel ou peu importe. Mhm. Puis si tu es assez efficace, tu peux quand même rencontrer pas mal de monde dans une soirée. Mais en même temps, il faut pas que tu te dises, OK, ça va donner des résultats immédiats. Oui, des fois, tu vas en parler à quelqu'un, puis il va être comme, ah, ben, j'ai un projet pour toi, tu sais, tout ça. Ouais. Comme on est allé à Stratégie PME il y a quelques semaines, puis ça nous a donné plusieurs opportunités. Puis ça, c'est encore là, c'est sélection des bons événements. Donc, on a sélectionné un bon événement, Mhm. ça a été très intéressant pour ça. Puis ça mène à des résultats. Mais en même temps, on n'est pas non plus comme, OK, on a rencontré 100 personnes, il y a juste 5 personnes qui nous ont parlé. Est-ce qu'on est déçu? Non. Parce que on a planté la germe de Ouais. l'idée. Puis c'est ça l'idée clé dans les événements. Mhm. Oui, je dirais d'aller dans pas le plus d'événements possible, mais le plus d'événements de qualité possible.
Puis en même temps aussi, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont peut-être écouté, qui sont plus introvertis, qui ont moins envie. Puis tu sais, j'en croise, tu sais, que même dans ces invités du balado que je croise dans certains événements. Puis tu sais, ils me disent qu'ils sont un peu moins à l'aise, c'est moins leur truc, tu sais, mais ils sont tellement incroyables, puis leur business est incroyable, puis genre, je leur ai parlé pendant 45 minutes dans l'épisode, tu sais, ils sont comme, ouais, tu sais, j'ai essayé, tu sais, sortir de la zone de confort, mais juste faites-le, tu sais, genre, même si j'aime les événements, que j'étais dans un événement moi-même, mon habilité puis mon confort dans les événements, il y a peut-être 2, 3 ans, ça a aucun rapport avec maintenant. So, faut le faire, faut foncer, là, tu sais. Puis ça aussi, c'est un podcast en tant que tel, genre parler de comment être bon dans les événements de réseautage, puis percer des groupes, puis être capable d'interagir avec le plus de monde. Puis, mais c'est ça, je pourrais en parler pendant 1 heure encore. Mais certainement, il faut le faire. Des trucs justement pour comme casser la glace dans les événements pour les gens qui sont un petit peu plus timides. Ouais, ben je dirais, mais en général, les événements sont quand même assez sharp, qui vont au moins mettre quelque chose en place pour briser la glace. Il faut pas comme négliger ça. Tu sais, j'étais à un événement d'Alias Entrepreneur il y a 2, 3 jours. Moi, j'ai zéro utilisé cette technique-là, mais je trouvais ça super intéressant. Mais avoir été justement dans une situation il y a quelques années où j'étais moins à l'aise et tout, je trouvais ça super intéressant. Eux, dans le fond, ils avaient mis des citations derrière les cartes. Donc, on va imaginer une citation de Gary Vaynerchuk qui dit quelque chose de super inspirant. Puis l'idée, c'était, ils l'ont même dit au micro, tu sais, en commençant la soirée, c'est d'aller voir les gens puis dire, hey, c'est quoi ta citation? Tu sais, tu te l'es approprié un petit peu, tu l'as sur toi, ça t'intéresse de savoir avec quoi tu te trimbales, puis là, tu veux voir l'autre, puis là, boum, vous êtes en train de connecter, tu sais. Donc, à partir de là, c'est super simple de le faire. C'est juste d'y aller, tu sais. Dans certains événements, ils vont avoir des gens qui sont là pour faire des introductions. Allez voir ces gens-là, puis là peut-être la seule chose que je dirais, c'est avoir peut-être une idée de qui vous voulez rencontrer le plus possible. Donc, un petit peu de préparation avant, savoir c'est quoi l'objectif, tu sais. Donc, c'est voir un peu qui est là. Donc, après, aller voir cette personne-là qui guide les gens, qui est par exemple, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, on l'escouade. Donc, aller voir les gens de l'escouade puis leur demander, est-ce que tu peux m'introduire à cette personne-là? Ben, elle s'est portée volontaire pour faire ça. Donc, faut pas se gêner du tout. Elle va être contente de le faire. La personne avec qui tu vas être introduit va être contente. Puis toi, si tu vas être contente, ça va faire une connexion incroyable. Dans le cas où il n'y a pas aucun de ces éléments-là, dommage, parce que l'événement peut-être manque quelque chose, ben là, il faut naturellement que tu prennes la situation entre tes propres mains. Mais après, c'est de juste aller voir du monde, puis te dire, on est juste gagnant à jaser ensemble. Si cette personne-là est fâchée parce que je m'en vais la voir, puis je vais y parler dans un événement de réseautage, ben elle a aucune affaire là. Puis it sucks to be that person. Tu sais, c'est toi, tu passes à la prochaine, puis la prochaine va être most likely, il n'y en aura pas beaucoup là, dans un événement de réseautage qui vont pas être contents de te parler. Là. Ils sont là pour ça, là, ils ont envie. Donc, faut pas se gêner, faut pas se foncer. Puis peut-être je rajouterais les groupes, là, parce que souvent les gens ils vont se ramasser en groupe puis tout, puis genre tu vas arriver à un événement de réseautage, puis ils sont déjà 2, ils sont déjà 3, tu sais. Dans un événement de réseautage, le but c'est de réseauter, donc gêne-toi pas de briser un groupe, de rentrer dedans, puis moi je dis tout le temps la même chose, excusez-moi, je vais pas vous interrompre, continuez de parler, tu sais. Puis 3 quarts du temps, il était dans une conversation mourante un peu, puis il était bien content que tu viennes les sauver, puis tu viennes reignite la conversation. C'est comme, je dirais, 75% du temps, il continue pas de parler de qu'est-ce qu'il parlait avant. Genre, c'est rare que la conversation continue après, tu sais. Ça veut dire que c'est pas si important que ça. Oui, c'est vrai, je l'ai déjà vécu, tu sais, à un moment donné, je suis comme super contente qu'il y ait quelqu'un se joigne, puis en s'introduisant un peu comme tu l'as dit, là. Fait que... Puis c'est vrai que je pense que c'est de casser la glace, là. Moi aussi, je me souviens, mes premiers événements de networking, c'était au cégep. Puis j'allais là, je savais pas quoi faire, j'étais gênée dans le temps. Puis à force de participer, c'est devenu de plus en plus naturel. Puis aujourd'hui, je voyage partout, je vais dans des événements de networking, puis c'est rendu juste comme super naturel. Alors que quand je vais avec des gens qui sont jamais allés, là, ils sont comme, OK, mais là, j'étais allée au Portugal avec une amie, je trouvais ça drôle, là. Salut Cathy, si tu nous écoutes. On est allé dans un événement de networking, mais elle n'était jamais allée dans un événement comme ça. Puis là, elle restait au bar, puis elle était comme,
full stressée, puis comme, je fais quoi? Elle n'osait pas regarder les gens. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est venu nous parler. Moi, j'essayais de la rassurer. Il y a quelqu'un qui est venu nous parler. Puis finalement, tout le reste de la soirée a bien été. Puis c'est devenu fluide. Fait que ça, c'était juste de briser la glace, puis après, on ça est prend juste un parti. petit peu de temps. C'est ça. C'est ça, c'est les. Exact, c'est ça. Des fois, c'est juste comme les 2, 3 premières interactions, ils vont pas être très smooth. Tu vas te réchauffer un petit peu. Le petit verre de vin qui t'ont servi à l'accueil n'a pas encore réchauffé l'atmosphère yet. Ouais. Donc, tu sais, c'est bien normal, mais après ça, en général, ça coule, là, puis ça va juste aller en s'améliorant d'événement en événement, tu sais. Mhm. Le nombre d'événements que je suis arrivé, que j'étais comme pas trop sûr, genre, mais finalement, le FOMO m'avait quand même réussi à me convaincre d'y aller, puis finalement, je suis comme un des derniers à partir, je suis comme, ah, c'est bien hot, tu sais, puis je vois pas le temps passer, puis je suis comme, bon, I guess, faut que j'aille me coucher, là, Ouais. tu sais, ils sont en train de fermer les lumières, quasiment. Je comprends. Puis, à travers toutes tes expériences entrepreneuriales, ça peut être Studio Machiavel ou d'autres expériences que tu as vécues par le passé. Qu'est-ce que tu dirais qui ont été tes plus gros apprentissages? Mes plus gros apprentissages, est-ce qu'ils sont venus de l'entrepreneuriat? Je sais pas s'ils sont venus de l'entrepreneuriat directement, mes plus gros apprentissages, mais il y en a eu plusieurs qui sont venus de ça. Mais je pense qu'il y en a un qui est, en anglais, c'est Full Accountability. Puis ça, je pense, ça encore une fois, c'est beaucoup inspiré de mon ami Adam, donc, à qui j'ai référé, qui m'a beaucoup motivé à me lancer. C'est l'idée, puis je pense, le voir et l'appliquer dans l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment fait réaliser l'importance, c'est que peu importe qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, tu devrais prendre au maximum possible la responsabilité de qu'est-ce qui t'arrive. Donc, bien entendu, tu peux pas contrôler la pluie, mais tu peux contrôler le fait que tu es mouillé parce que tu pas apporté un parapluie. Donc, tu sais, c'est un exemple aussi Ouais. bénin, mais dans le monde, par exemple, de l'entrepreneuriat, quand tu as une équipe ou quoi que ce soit, peut-être qu'il va arriver quelque chose, il va avoir une vidéo qui va avoir un petit bug, qui va être mal sorti, ou tu sais, on pose beaucoup de réseaux sociaux, tu sais, on s'occupe de ça. Souvent, je veux pas parce qu'on n'a pas le choix. Et si, mettons, avec ton équipe, il y a eu une petite erreur, ben, toujours se dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire moi-même pour éviter ça? Est-ce que j'étais là pour vérifier si le post était bien? Est-ce ça aurait fait du sens que je sois là? Est-ce qu'il y aurait pu avoir quelque chose? Donc, toujours te dire, genre, OK, il y a quelque chose que j'aurais pu faire. Tu sais, même si c'est la personne qui a fait à 100% l'erreur, mais c'est toi qui l'as engagé, la personne dans ton équipe, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as formé, tu sais. Si tu retournes en arrière, il y a toujours un petit pourcentage ou un gros pourcentage. Plus tu es capable de prendre un gros pourcentage, plus ça va être positif pour toi. Tu sais. Tu vas être plus heureux, tu vas être en contrôle de tout ce qui t'arrive, tu sais. Je pense que c'est aussi un point important de dire, ah, ben, je suis en contrôle. C'est bien plus intéressant que de se dire, tout m'arrive, tu sais. À la place que tout arrive à cause des actions que je prends. Donc, c'est un énorme apprentissage. Prendre la responsabilité. Être capable de déléguer puis choisir les bonnes personnes, ça vient un petit peu ensemble, là. Mais être capable de déléguer parce que tu peux jamais arriver tout seul, genre, à la hauteur des ambitions. Puis jusqu'à un certain point, c'est sûr, c'est dur. Déléguer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire engager du monde? Sous-traiter? Est-ce que ça veut dire, tu sais, veux pas, ça va être une des deux options. Donc, moi pour l'instant, j'ai eu la chance de trouver des partenaires, des collaborateurs, puis de pouvoir sous-traiter une partie du travail. Bien entendu, en attendant de pouvoir bâtir une équipe permanente et solide. Mais sans ces personnes-là, on serait jamais arrivé. Là, on est arrivé. Tous les projets qu'on a fait, et c'était crucial d'avoir ces gens-là, puis ils ont fait un travail phénoménal. Mais je me replace il y a 2 ans, quand l'entreprise était encore assez balbutiement, j'avais peur de déléguer du montage. Tu sais. J'avais peur encore moins avoir quelqu'un qui s'occupe du set pour moi ou avec moi, tu sais. Donc, ça me ralentissait. Moi, je ne veux pas concentrer sur les opérations puis être efficace, tout ça. Donc, ça a été énorme de ne pas avoir peur de déléguer puis de le faire. Le plus tôt que les gens sont capables de le faire, de s'habituer, de tester les eaux, c'est vraiment un apprentissage énorme dans l'entrepreneuriat. Comment tu as trouvé ces gens-là? Est-ce que c'était des gens déjà dans ton réseau, justement, à travers les événements, ou c'était des gens que tu as trouvés sur Internet? Le réseau.
encore meilleure raison d'aller parler aux gens et d'interagir avec tout le monde possible, donc mon réseau surtout. Ben, mon directeur créatif, Kevin, je l'ai rencontré à travers un bon ami des HEC, euh, qui est aussi notre photographe d'événementiel, donc Sydney, s'il écoute. Dans le fond, Kevin cherchait à intégrer une équipe, à travailler sur des plus gros mandats et à aller un petit peu plus loin que lui-même dans sa pratique solo. À ce moment-là, ma pratique était pas loin d'être solo aussi, donc c'était parfait. Ça a aidé beaucoup. Mais la première personne avec qui j'ai vraiment, je suis allé chercher comme monteur, là, c'était Jordan, qui travaille aussi comme directeur photo. À l'occasion, ben lui, je suis allé le chercher à travers un mandat pour BDC. Il était un des vidéastes sur un des projets que j'avais moi-même en tant que client quand je travaillais chez BDC. J'ai oublié de mentionner, c'est vrai que je travaillais pour la Banque de développement du Canada. C'est l'emploi que j'ai quitté. Je les ai pas nommés, mais je les adore d'amour, donc ça me fait plaisir de les nommer. Mais c'est ça, donc comme ça, la première personne, puis tu sais, Kevin, avec un rôle très actif aussi dans l'entreprise, surtout en tant que directeur créatif là, depuis cette année. Donc, absolument, c'est le réseau. Je dirais mon responsable studio, Karim, lui, c'est un ami depuis très longtemps, mais c'est vraiment en travaillant ensemble que c'est devenu clair que ce serait un atout énorme pour l'entreprise. Et finalement, ben notre coordinatrice marketing ou marketing princess, parce qu'on se donne tous des titres plus funky, on est des moutons noirs après tout. Noémie, ben j'ai rencontré un événement d'ascension numérique, l'événement de lancement. C'est comme ça que j'ai rencontré Noémie. Donc, c'est là-bas que je l'ai rencontré à votre lancement. Puis, donc, les réseaux. Si je n'étais pas, naturellement, on a tourné l'événement, mais j'ai fait aussi un petit peu de réseautage. Je m'étais pas dit, ben, je vais aller rencontrer du monde. Puis, go out there, j'aurais pas rencontré Noémie. Puis, j'aurais pas pu battre cette équipe-là. Donc, dans une situation où c'est quand même compliqué de trouver les bonnes personnes, puis ça prend du temps, puis c'est l'investissement de temps et tout. Si la pénurie de main-d'œuvre, tout ça se rajoute, là, si t'es pas en train d'aller essayer de créer des connexions humaines, puis comprendre qui sont les gens et tout, ben là aussi, tu perds, là, t'es perdant là-dedans. Puis c'est quoi votre vision pour le futur chez Studio Machiavel? Notre vision pour le futur, ben, elle est, dépendant du time frame, elle est grandiose, je dirais. Sky's the limit, mais je dirais, si je peux y aller peut-être par segment, nous, à partir de l'année prochaine, on a développé un beau branding à travers tout ce qui est les moutons noirs, dans le fond. Nos clients, aussi notre communauté qu'on appelle chaleureusement les moutons noirs. Mais on veut vraiment explorer ça beaucoup plus dans l'année prochaine, puis vraiment installer la notoriété de notre marque. Pour ceux qui ont l'œil fin ou qui vont venir dans des événements, qui ont vu nos cartes, ben, le mouton commence à apparaître de plus en plus. On teste des petites choses. On lui donne une personnalité aussi, puis on a des très, très cool idées autour de ça. Des nouvelles séries qui vont apparaître dans le contenu de Machiavel à partir de l'année prochaine. Donc, j'ai très hâte de partager ça. C'est la première fois que j'en parle comme publiquement, donc ça va être très intéressant. Ça, c'est pour la prochaine année. Mais ensuite, d'ici les prochaines années, on a notre studio comme je disais, dans l'est de Montréal, donc tout proche du centre-ville, mais on veut avoir un espace encore plus créatif, encore plus gros, encore plus grandiose pour faire nos activités. Donc, ça va être un élément important. Avoir l'équipe, donc agrandir l'équipe, la solidifier. Aussi, ça va venir en parallèle avec ça. Et ensuite, on veut devenir la plus grosse agence marketing vidéo au monde. Là. Donc, la référence spécifiquement, je dirais, pour les moutons noirs. Donc, on veut qu'il n'y ait plus aucun doute dans l'esprit de personne qu'on est l'agence marketing vidéo pour les moutons noirs. Donc, c'est vraiment ça l'idée pour les prochaines années. J'adore. C'est une très belle vision, super ambitieuse. Je pense que c'est bien là, de viser super haut parce que je pense qu'inconsciemment, ça nous pousse plus, tu sais, à prendre action, à se développer, même si ça prend
beaucoup d'années, au final, ça ne dérange pas parce qu'on a la vision, puis en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois, fait que je trouve ça cool. 100%. 100%, quand ça avance pas au rythme que tu veux, ben, tu réalises que ta vision, c'est ça. Puis si ta vision est grandiose et puis ça avance pas au rythme que tu veux, ben c'est ça, ça prend du temps. Là. Remets-toi, regarde la vision, puis dis-toi, OK, combien de temps ça devrait prendre réalistiquement. Exact. Puis tu verras qu'il faut être patient. Yes. Je pense que j'aurais une dernière question pour toi. Ce serait pour les gens qui nous écoutent, qui rêvent de démarrer une entreprise en production vidéo. Ce serait quoi ton plus grand conseil pour ces gens-là? Mon plus grand conseil, c'est pour les gens qui, en production vidéo spécifiquement en plus, je dirais d'identifier vraiment, parce que la vidéo, c'est quand même large, c'est une passion, mais identifier qu'est-ce qui t'habite, qu'est-ce qui t'anime dans le monde de la vidéo, c'est quoi que tu veux faire à partir de la vidéo, c'est à quel point tu veux toucher les gens, de quelle façon, te donner vraiment, trouver ton why qui fait que dans ce grand monde de possibilités de la vidéo, qui t'anime le plus, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis ensuite, essayer tu sais, ça va être très dur parce que automatiquement, tu dis production vidéo, tu dis créatif, tu dis quelqu'un qui a un milliard d'idées puis qui en pense dans la douche, qui en pense aux toilettes, puis il y a déjà 46 projets qui viennent à travers tout ça. C'est de ensuite s'asseoir puis miser sur un. Prendre un de ces projets-là, puis te dire, penser à la niche, comme je disais juste avant, puis te dire, OK, je vais là-dessus, je mise là-dessus, puis je travaille là-dessus. Puis je pense que c'est la meilleure façon pour n'importe quel entrepreneur en général, mais en production vidéo aussi, parce qu'on va se cacher, on est beaucoup. Mais j'ai aucun doute qu'il y a un médium, un projet, une niche qui est out there, qui va être la bonne pour un jeune entrepreneur qui écoute en ce moment. Puis c'est juste un travail d'être patient, d'identifier, puis miser là-dessus. Puis comme c'est le syndrome de trop d'entrepreneurs créatifs, arrêter d'essayer de faire 46 projets en même temps, en prendre un, pousser au maximum. Ouais, l'affaire de lancer 46 projets, je connais ça. J'approuve parce que je pense qu'on passe tous par là. Tough, hein? Mais comme trop partir de projets puis de juste genre perdre le contrôle sur tout ça, puis de devoir se réaligner vers ce qui est important. Fait que, ouais. Exact. Non, c'est nécessaire, là. C'est nécessaire. Si tu veux développer un projet bien, tu n'auras pas le choix d'y mettre. Là. Elon Musk, avant d'avoir 7-8 compagnies, il en avait une. Et il y a eu beaucoup de succès avec. Il l'a vendu, ça a fonctionné. Non, vraiment. Puis, là, il peut se permettre de faire ça. Ouais, puis c'est drôle, je suis en train de lire un livre, je ne sais pas si tu l'as dit, j'ai lu, ça s'appelle The One Thing. OK, c'est super bon. Je l'avais déjà lu dans le passé, il y a plusieurs années. Puis là, justement, je sentais que j'avais trop de projets puis que ça donnait trop mal à la tête. Fait que j'ai recommencé à lire. Puis c'est... En tout cas, moi, je trouve ça super bon, là, justement, pour se ramener vers l'essentiel. Mais comme bien le faire, puis être au top, puis vraiment pousser nos idées le plus loin possible, tu sais. Fait que, ouais, je le conseille. Puis parlant d'habitude, je demande aussi, je ne sais pas si tu as des livres, des podcasts, des individus qui t'inspirent depuis tes débuts en entrepreneuriat, mais je trouve ça toujours intéressant de poser la question. Oui, ben absolument. Ben, il y en a beaucoup. D'un point de vue développement personnel, je dirais Jordan Peterson. Qui m'a beaucoup inspiré là, sur le début à ce moment-là. Donc, vraiment une ressource de développement personnel, juste comme prendre action en général, prendre contrôle de sa vie, puis l'améliorer en général. Une ressource excellente. Au niveau du marketing, peut-être dans l'excès, mais Gary Vaynerchuk, Gary V, pour ceux qui connaissent, donc super intéressant à regarder. Je veux pas me tromper sur son nom, mais là c'est un peu un mix de deux, marketing et développement personnel, mais Chris Williamson aussi, sur Instagram, mainly, qui est une source d'inspiration énorme. Donc c'est des gens que je regarde énormément et régulièrement. Les livres, honnêtement, j'essaie de mettre de plus en plus à la lecture. En ce moment, je suis en train de lire
je relis Le Prince de Machiavel, bien entendu. Mais aussi le, des livres plus de marketing, là, donc le livre de Seth Godin, qui est une excellente ressource dont le nom m'échappe, mais je pense que si on regarde les il y en a beaucoup. Ouais, exact. Mais ils sont tous bons, honnêtement. Mais je pense que si t'en prends juste un, deux. Exact, c'est ça. Donc, à partir de là, c'est bon. Toutes les ressources de Simon Sinek sur les vidéos TED Talk de Simon Sinek sont excellentes. Ouais. Honnêtement, il y en a beaucoup. Ouais. Je pense que c'est juste d'être ouvert puis d'être à l'écoute. À partir de ces peut-être noms-là aussi, on peut tomber dans un wormhole positif de plein aussi de ressources intéressantes. Donc, ouais. Sinon, une série Netflix, je me permets, vu qu'on est en 2022, mettons 2023, mais qui m'a énormément inspiré cette année, puis je suis passé à travers 4 dans ta jette en même temps, puis j'ai regardé cette série-là, puis je suis retourné au travail direct. Okay. Ça s'appelle The Defiant Ones, sur Netflix, sur l'histoire de Dr. Dre et Jimmy Iovine, qui sont basically deux pères de la musique qui ont changé. Donc si t'as déjà écouté du Gwen Stefani, du 50 Cent, du Snoop Dogg, du Eminem, The Game, tous ces gens-là ont été mis sur la map grâce à Dr. Dre. Okay. Puis si je peux comme donner le point culminant de la collaboration de Dr. Dre et Jimmy Iovine, c'est la vente, je pense que c'est 3 milliards de dollars de beats à Apple. Okay. Et le génie derrière ça, puis basically, si vous écoutez Apple Music, il y a une bonne partie de la technologie de Beats qui était développée à ce moment-là aussi qui est dedans. Donc, juste deux personnes super inspirantes, puis je pense que c'est dur de regarder cette série-là puis pas avoir envie de conquérir le monde parce que ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, puis j'écoutais cette émission-là, puis à chaque fois, j'étais sur le cul parce que je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur les fesses, mais j'étais comme, ah ouais, ils ont fait ça, puis je suis comme, waouh, j'en reviens pas, il y a un autre truc. Donc, ouais. Je vais checker ça. Légitimement à regarder. J'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui, on dirait. Fait que... Ouais, ça vaut la peine. Ils ont tellement influencé la culture, je dirais, populaire, hip-hop. Moi, j'ai grandi énormément qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pas mal ce que j'écoute tout le temps, encore plus personnel à moi, mais en général, juste l'impact est énorme. Ça fait un lien avec tes premières entreprises quand tu disais que tu faisais des vidéoclips de rappeurs. Ouais. Ouais, exact. Il y a quand même une petite partie de moi qui aimerait peut-être vivre de ça, faire ça, mais je suis bien content. Est-ce que t'en fais? Est-ce que tu rappes? Non, je rappe pas, non, pas dans l'auto tout seul. Moi, je suis le meme du going to my 9 to 5, mais si j'ai pas vraiment un 9 to 5 and listening to robbing people and criminality and stuff like that à travers les musiques, mais non, je peux me déhancher un petit peu. J'apprécie énormément, mais non, je me disais, peut-être qu'on va en apprendre plus sur toi. Mais c'est bon, fait que sinon, dernière question, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, en apprendre plus sur Studio Machiavel et tous tes projets? Ouais, absolument. Instagram, c'est une de nos plateformes où on est le plus présent. @Machiavel, c'est simple, c'est le nom et tout. Pas de foufou autour de ça. LinkedIn aussi, on poste énormément. Puis ça peut être aussi même ma page personnelle. Venez m'ajouter, Louis Palacio, donc ça va me faire plaisir d'interagir avec quiconque. On est aussi, il y a le podcast Né pour un gros pain qu'on ôte. Ça va être encore une fois sur la page de Machiavel sur YouTube. Il y a sa propre page sur Instagram, mais vraiment vous allez voir le contenu aussi sur les pages de Machiavel. C'est un petit peu quand même les plateformes où on est le plus présent, sinon c'est d'aller voir notre site. Je pense que c'est une belle façon de découvrir qui on est, tout ce qu'on fait, donc autant les articles qu'on publie régulièrement que justement les épisodes de podcast, tout notre contenu et nos réalisations, bien entendu. Donc, cool, ouais, machiavel.com. Cool, merci beaucoup. C'était ma dernière question, pour vrai. Fait que merci pour tous tes partages. C'est super intéressant d'en apprendre plus sur ton histoire. Je savais pas que tu avais eu autant de projets, mais je trouve ça vraiment cool. Je
je pense que ça t'a mené vers où t'es aujourd'hui avec Studio Machiavel, puis j'ai vraiment hâte de voir votre vision du futur se réaliser. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, puis ça a été un plaisir pareillement pour moi. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Louis jusqu'à la fin. Voici 3 choses que tu peux retenir de celui-ci. Premièrement, quand tu as des gros problèmes, oublie pas de les découper en petits morceaux et d'y aller une étape à la fois. C'est comme ça que tu vas pouvoir passer au prochain problème. Deuxièmement, c'est pas tout d'aller aux événements de réseautage et de choisir les bons événements. L'important, c'est aussi de faire des suivis avec les gens que tu as rencontrés à l'aide d'un CRM, idéalement, pour pouvoir développer ton entreprise. Troisièmement, n'oublie pas de prendre responsabilité de tout ce qui arrive dans ton entreprise, même de ce qui est fait par les autres, parce que c'est comme ça que tu vas te sentir beaucoup plus en contrôle et que tu vas pouvoir faire avancer les choses. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.